On va revenir sur le programme de François Fillon. Juste un mot, on a vu que les affaires judiciaires, les révélations sur le train de vie de François Fillon ne l'ont pas fait sombrer dans les sondages. Il a son socle aux alentours de 18%, même il y a une légère petite dynamique en cette fin de campagne. Est-ce que vous croyez, vous, en votre fort intérieur, Valérie Pécresse, qui peut se qualifier, qui peut y arriver, qui a un trou de souris, parce que justement tout est très serré finalement? Mais je pense que d'abord, nous avons des réserves de voix. Parce que les Français vont se rendre compte, en s'approchant du 23 avril, que tout va se jouer au premier tour. Tout va se jouer au premier tour. Le 24, ceux qui n'auront pas voté pour François Fillon n'auront plus que leurs yeux pour pleurer s'ils se retrouvent avec Mélenchon-Le Pen. Donc ça va se cristalliser parce qu'il y a un enjeu très fort entre 4 candidats qui sont dans un mouchoir de poche. Et c'est vrai que voter pour des petits candidats qui ne sont là que pour nous faire perdre, objectivement. Nicolas Dupont-Aignan, moi je l'ai eu en face de moi au régional. Il n'a même pas appelé à voter pour moi au second tour face à Claude Barthelone et au Front National. Donc si vous voulez, on a des petits candidats qui se disent de droite et qui en réalité... Ça ne vous a pas empêché de gagner? Oui, mais parce que les électeurs, je vous le dis, sont plus intelligents que comment qu'on le croit, et qu'au premier tour, M. Dupont-Aignan, qui voulait absolument être au deuxième tour pour m'empêcher de gagner, les électeurs au premier tour se sont détournés de lui parce qu'ils ont compris, parce qu'ils l'ont vécu avec Jospin et Taubira en 2002. Ils savent très bien que ces petits candidats, eh bien, c'est des voix perdues pour l'alternance, c'est des voix qui conduisent à l'impasse. Donc, il faut absolument se concentrer sur les 4 candidats qui sont aujourd'hui en lice. Il y a un trou de souris pour François Fillon pour gagner, pour remporter cette élection? Mais pas seulement un trou de souris, à mon avis, il y a une voie qui est extrêmement solide, qui est celle de son projet. Parce que là encore, je pense que... mais on vote aussi pour un homme, à la présidentielle, on vote aussi pour un homme, la rencontre entre un homme et une femme et le peuple. Oui, mais François Fillon, oui, mais un homme qui a des convictions, un homme qui n'en change pas tous les jours, un homme dont on connaît le sillon et dont le sillon est droit. Parce que le sujet aujourd'hui... Mais son image est abîmée à François Fillon, vous le savez. Non, mais bien entendu, attendez, je ne vais pas vous nier les choses, je viens de vous le dire. Mais son image personnelle, les Français l'ont jugé. Ils savent exactement ce qu'il a fait, ils savent que c'était autorisé, toléré, ils savent exactement, il s'en est excusé, il a dit qu'il regrettait. Les Français savent qui ils ont en face avec François Fillon. Le problème, c'est qu'il me semble qu'avec les 3 autres, ils ne savent pas très bien. Ils ne savent pas très bien. Mélenchon, aujourd'hui, pardon, c'est une bulle. Les gens n'ont absolument pas identifier Mélenchon comme ce qu'il est, c'est-à-dire l'avatar du communisme à visage malheureusement pas très humain. Et Marine Le Pen, c'est Marine Le Pen, et alors elle, pour le coup, on la connaît bien et on en voit absolument toutes les limites. Et il y a Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron, c'est important, parce que je pense que par rapport à François Fillon, il a peut-être un profil qui a été plus épargné, moins scruté, moins attaqué personnellement, mais politiquement, il a un profil qui est beaucoup plus évanescent parce que sur énormément de sujets, on ne sait absolument pas ce qu'il pense. Et ça, pour un électeur, ça n'est pas rassurant. Mettre une voix pour François Fillon, c'est savoir qu'on aura des réformes, savoir qu'on aura une baisse des dépenses, qu'on aura une baisse des impôts, qu'à la fin, si vous voulez, l'économie ira mieux. C'est savoir qu'il y a une équipe, qu'il y a une majorité solide, qu'il y a des compétences derrière. C'est aussi savoir qu'il a été Premier ministre, il sait parler à M. Trump, à M. Poutine, il sait mener la guerre contre l'État islamique. C'est de la solidité politique. Et de l'autre côté, il y a une forme d'évanescence politique, de flou politique, de fragilité politique. On le voit baisser dans les sondages depuis quelques jours. Vous pensez qu'il peut s'effondrer ou il a quand même un socle solide et lequel? Je pense qu'il y a un doute politique sur sa personnalité et sur ce qu'il veut faire de la France. Et ça, c'est très insécurisant pour un électeur. En même temps, François Fillon n'a pas toutes les cartes en main, puisque pour que François Fillon remonte, il faut qu'Emmanuel Macron baisse, par effet de... Non ? Non, il suffit que les petits candidats soient réduits à leur plus simple expression. On a des réserves de voix qui sont à droite aujourd'hui. Comment faire revenir? On se posait la question. Par ailleurs, je pense aussi qu'il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui, aujourd'hui, dans les sondages, soit disent qu'ils vont s'abstenir, soit disent qu'ils vont voter Le Pen. Et il faut les ramener. Il y a cette théorie dans l'entourage de François Fillon, comme quoi il y aura un vote caché à droite, les gens n'oseraient pas dire que finalement ils veulent voter François Fillon, et que dans la vérité de l'isoloir, finalement, ils mettraient un billet. C'est pas qu'ils n'osent pas. C'est qu'aujourd'hui, ils veulent nous faire payer les comportements qui les ont choqués. Et pourquoi ils changeraient d'avis parce que à un moment donné, c'est la France qui est en jeu. Et c'est pas seulement, comme l'a d'ailleurs dit François Fillon, c'est pas seulement celui qu'on aime qu'on élit. C'est aussi celui qui va nous faire la bonne politique. Je ne vous demande pas de m'aimer, mais de me soutenir. Non, mais le candidat, c'est aussi le projet.
Et c'est aussi la capacité à le mettre en œuvre, c'est aussi la crédibilité, c'est aussi la solidité. Justement, on en parle du programme de François Fillon. Mais juste avant, en 2007, ça nous ramène il y a 10 ans, vous vous rappelez, cette sortie de François Fillon, Premier ministre, je suis à la tête d'un État en faillite, 1300 milliards d'euros de dette. Vous savez combien on a aujourd'hui en plus? 900 milliards. Bon, voilà. Est-ce que le prochain président sera toujours à la tête d'un État en faillite ou s'est trompé finalement? Est-ce qu'on n'est pas en faillite avec 1000 milliards d'euros de dette en plus? Le seul candidat qui propose de revenir à l'équilibre budgétaire, c'est François Fillon. Et François Langlais a d'ailleurs terriblement apporté un coup terrible à Emmanuel Macron dans l'émission politique en démontrant que dès 2018, Emmanuel Macron, c'est 100 milliards de dettes supplémentaires. C'est discutable. Sur le CICE, c'est discutable. Oui, bon, mettons, alors, détail. On peut enlever les 20 milliards du CICE. Eh ben alors disons 80 milliards, mais 80 milliards x 6... x 5, excusez-moi, mais 80 milliards x 5, c'est 400 milliards de dettes supplémentaires. Et cette dette, et vous le savez, c'est de l'impôt différé. La dette, à un moment donné, il faut la rembourser. Et si on ne la rembourse pas, de toutes les façons, on en a les charges. On a les charges de la dette qui sont aujourd'hui plus élevées que le budget du ministère de la Défense. Donc le sujet est simple. C'est que nous devons aujourd'hui nous mettre dans une logique de réduction des dépenses. Et moi, vraiment, mon témoignage, parce que c'est la seule force que je peux avoir dans cette campagne, c'est de montrer que à la région Île-de-France depuis 2 ans, j'ai fait, allez, on va dire, du Fillon sans le savoir, de la baisse des dépenses de fonctionnement, des économies massives. Et ces économies, personne ne dit qu'il y a eu une purge en Île-de-France. Personne n'a souffert de ces économies. Simplement, ces économies, cette fin du gaspillage, j'ai pu le réinjecter dans la commande de 3 milliards d'euros de RER nouvelle génération qui vont donner de l'emploi à des milliers de salariés des Hauts-de-France, Alstom, Bombardier. Et ces RER, eh bien, ils vont contribuer à l'attractivité, à la qualité de vie. Les métros neufs et rénovés, c'est de l'emploi en Ile-de-France. C'est les entreprises qui s'installent. Vous voyez, c'est ça la politique économique d'un grand pays. Ces économies, vous les avez faites comment? Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de zones dans lesquelles on pouvait maigrir, faire maigrir l'État, ou est-ce que c'est parce que vous avez redéfini le rôle de l'État? Je dis ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions sur le fameux chiffre des 500 000 fonctionnaires, et on a du mal quand même à concevoir qu'on puisse réduire d'autant le nombre de fonctionnaires si on ne répartit pas, peut-être avec un peu plus de rôle du privé, dans certaines fonctions dont l'État peut se désengager. C'est la remise à plat, mais vous avez totalement raison. Périmètre de l'État. Il faut arrêter le rabot. Il faut arrêter de dire... Mais qui en parle de ça? Qui en parle de ça? Écoutez, moi, non seulement j'en parle, mais je le fais. Vous voyez, mais c'est important parce qu'on a gagné les régions pour montrer par la preuve ce que c'est qu'une politique de droite qui fonctionne. Par la preuve, pas par les grands discours, pas par les belles formules, par la preuve. Je vous donne un exemple. Le tourisme. On a un ministère du tourisme. Moi, je vous le dis, il faut le supprimer. Le tourisme, il y a des offices du tourisme dans les mairies. C'est important que les mairies se mobilisent. Il faut que soit les départements, soit les régions prennent la compétence touristique. On choisit, on décide, c'est les régions ou c'est les départements. Combien d'économies là-dessus? Mais des centaines de fonctionnaires, des centaines de procédures. Voilà, un ministère en moins. La formation professionnelle. La formation professionnelle, vous avez des lycées professionnels et vous avez des centres de formation d'apprentis. D'accord, l'apprentissage, c'est la région. La formation professionnelle, c'est l'éducation nationale. En Ile-de-France, moitié de places vides dans les deux. Et ils font les mêmes formations, les mêmes diplômes à la fin. Alors, ce que propose François Fillon, on fusionne les deux, on donne les lycées professionnels aux régions, et moi, je divise par 2 les capacités, je multiplie les formations d'avenir du coup, et puis je remplis les classes, et vous ferez des économies. Pôle emploi doit être régionalisé. Aujourd'hui, moi, je n'avais pas, quand je suis arrivée, les bassins d'emploi pertinents avec les métiers en tension dans ces bassins d'emploi. Ça veut dire qu'on pouvait habiter à Melun, se voir proposer un travail à Magny-en-Vexin et une formation à Étampes. Voilà, c'était ça. Il faut arrêter la bureaucratisation. Il faut une vraie vague de décentralisation. Voilà. Moi, je l'ai dit à François Fillon. Le président, c'est le régalien. Le président, c'est le régalien économique, la sécurité sociale, le chômage, toutes les règles, les retraites, l'école. Et puis, tout ce qui est du développement économique de proximité, les PME, la formation, le tourisme, le développement économique, le logement, les transports, c'est les territoires. Oui, mais alors les territoires... Et on arrête les doublons. Voilà, alors je vais vous demander, parce que les territoires aussi, c'est très vaste, entre les régions, les départements, les communautés de communes. Est-ce que là aussi, il y a des économies à faire? Qu'est-ce qu'on supprime comme échelon? Mais énorme. Mais moi, je crois, alors là, pour le coup, je crois à l'organisation en fonction des territoires. Je pense que la situation n'est pas la même quand on est en Corrèze ou quand on est dans les Hauts-de-Seine. Donc moi, je crois vraiment à la réduction des strates. Vous savez qu'en Ile-de-France, c'est juste spectaculaire. On a réussi à nous rajouter une strate de plus. Les villes, les territoires,
la métropole, les départements, la région. 5 niveaux. On vient de créer une métropole, on lui a donné 80 millions d'euros de budget de fonctionnement. 80 millions de votre argent qui sert à rien de plus. Et du vôtre aussi d'ailleurs. Hein. Et du mien. Moi, je considère de toute façon que tout l'argent que je dépense à la région, c'est comme si ça devait être le mien, vous voyez, parce que comme ça, déjà, ça me met dans une situation où je dis pas c'est l'État qui paye, vous voyez. C'est pas l'État qui paye. L'État paye jamais. C'est toujours vous qui payez. Il y a un plan d'économie de 100 milliards d'euros chez François Fillon. Dans l'entourage de François Fillon, on dit souvent oui, Emmanuel Macron avec son plan 60 milliards, il est mal documenté. Mais en même temps, on a vu il y a quelques jours, quelques semaines, François Fillon reculer devant les maires de France en finalement disant voilà. Les économies, ce ne sera plus 20 milliards d'euros, mais ce sera 7 milliards d'euros que je vous demande. Il a raboté, il a fait un cadeau au maire de 13 milliards. Il recule déjà avant l'obstacle. Ce que je pense sur les économies des collectivités locales, c'est qu'il faudrait surtout mettre un système de bonus-malus. Parce que quand vous faites des économies, vous n'êtes jamais remercié. Quand vous avez des taux d'impôt faibles dans une commune, vous n'êtes jamais remercié. Moi, je vais vous donner un exemple. Vélizy, Villacoublay, c'est une des villes de ma circonscription, très prospère, qui avait des taux d'impôt très bas. Et bien, vous savez ce qu'on lui a dit ? Vous avez de la marge fiscale, donc on va vous baisser vos dotations de fonctionnement pour que vous augmentiez vos impôts à la moyenne. Donc on fait même le reproche à des collectivités d'avoir une modération fiscale. On leur dit, puisque vous avez une modération fiscale, débrouillez-vous, augmentez les impôts, vous vous rendez compte ? Non mais j'entends bien, mais juste encore une fois, cette reculade de François Fillon en finalement disant, je vous demande uniquement de faire un tiers des efforts que je vous ai demandé au départ. C'est pas de mauvais augure déjà de reculer ? Ce que je crois sur les collectivités locales, et notamment sur les mairies, je pense que les petites mairies ont un rôle social extrêmement important et qu'il faut les garder. Parce que c'est elles qui sont vraiment le ciment de notre cohésion sociale. Et moi, j'essayerai, en revanche, et je vais le faire en Ile-de-France dans les mois qui viennent, j'essaierai de promouvoir, en revanche, la fusion des grosses communes. La fusion des grosses communes. On parle souvent de la fusion des petites communes. Mais moi, c'est la fusion des grosses communes qui m'intéresse. Parce que si on fusionne ici les Moulineaux et Boulogne, on est à Boulogne-Billancourt ici, on aura une collectivité qui fera des vraies économies d'échelle. Donc, je pense qu'il faut qu'on aille vers la création de villes nouvelles. Mais là où il y a justement déjà beaucoup d'urbanité. Pourquoi ? Parce que d'abord, si tant est qu'on réduise les doublons, parce que les intercommunalités ont prouvé que finalement, on pouvait regrouper des communes et qu'au final, on doublonnait tout. Mais bien évidemment. Mais voilà. Il faut que chaque compétence qu'on abandonne, on ne puisse plus l'exercer. Les départements n'ont plus la compétence du développement économique, il faut qu'ils arrêtent d'en faire. Vous voyez, si on spécialise les collectivités, il faut qu'elles se tiennent à cette spécialisation. Plus généralement, vous êtes en charge de la diffusion et de la mise en œuvre du programme de François Fillon. Ça veut dire quoi concrètement ? Vous faites le tour de France pour parler du programme, pour être Alors évidemment, je fais le tour de France. Je fais le tour de France avec les réseaux militants, mais aussi avec les réseaux de la société civile, puisque vous savez que François Fillon a une caractéristique, c'est qu'il a un réseau de soutien dans la société civile, notamment de chefs d'entreprise qui sont des prescripteurs très importants. Mais pas assez en avant d'ailleurs, on a du mal à les voir mis en avant. Ils sont très très présents et Pierre Danon organise des dizaines de réunions dans toute la France, donc ça c'est très important, parce que c'est ces chefs d'entreprise qui peuvent être tentés par un vote FN, parce qu'ils en ont marre de la bureaucratie, veulent de la simplification, ils en ont marre des charges, et puis qui se rendent bien compte que la fermeture des frontières, le protectionnisme ne peut pas être intelligent, et que le modèle coréen du Nord ou albanais, ça amène la ruine, et donc qui peuvent avoir un sursaut et justement se repositionner sur une droite réformatrice. Mais pour en revenir au programme, j'ai voulu donner à voir les mesures très concrètement, parce que donc ça s'appelle Un jour une mesure, c'est une campagne qu'on mène digitale sur le web et on donne à voir les mesures très concrètes du programme. La déchéance de nationalité pour les 4000 Français djihadistes quand ils reviennent, pour pas qu'ils reviennent justement. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 4000 djihadistes ? Qu'est-ce que M. Macron, qu'est-ce que M. Mélenchon va faire de ces 4000 djihadistes quand ils reviendront ? On les laisse revenir ? Donc voilà. Donc, les 10% de hausse des petites retraites, les 350 € de plus sur la feuille de paye du SMICA. C'est très intéressant. Sur la retraite, vous dites quoi ? Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a un flou. Passage de 62 à 65 ans du départ en retraite pour François Fillon. Mais le calendrier, au départ, ça devait être fait sur le quinquennat. On a le sentiment maintenant qu'il faudra plus de temps. C'est quoi la position du candidat Fillon ? Mais c'est en fonction des besoins de financement du système. Donc on ne sait pas encore. Donc on ne sait pas encore. Et vous savez bien que les besoins du système dépendent aussi de la croissance. Exactement. Moi, je voudrais qu'on en reparle, parce qu'on est ici à Boursorama. Je voudrais qu'on en Et reparle. l'opinion aussi. Et l'opinion. Mais double gain. Non, mais il faut qu'on en reparle. Il y a un facteur, parce qu'on n'y croit plus, mais qui existe et qui change complètement la donne, c'est la croissance. Si jamais on fait toutes les réformes dans les 3 premiers mois, et l'intérêt du programme de François Fillon, c'est de dire,
et je pense qu'il y a d'autant plus intérêt qu'effectivement aujourd'hui, il est moins populaire qu'hier, il a intérêt à, dans les 3 premiers mois, dans les 100 premiers jours, à faire toutes les réformes qui sont, j'allais dire, les plus emblématiques. La réforme du chômage, la réforme des retraites, la réforme de la sécurité sociale, la réforme de l'État. Lancer ces réformes très, très, très vite à la canadienne, parce que c'est des réformes qui portent leurs fruits sur 2-3 ans. Les économies, vous en voyez les fruits au bout de 2-3 ans. La baisse des impôts, vous en voyez les fruits au bout de 2-3 ans. Donc, créer un environnement pro-entreprise en France, pour attirer les investisseurs du monde entier. En plus, on a, excusez-moi, une occasion extraordinaire, le Brexit. Moi, j'ai déjà 30 entreprises londoniennes qui ont contacté mon guichet unique Choose Paris Region, en bon français, pour revenir, pour se rapatrier. Si demain François Fillon est élu, c'est-à-dire si demain il y a un tout petit peu de baisse des impôts, 30% d'impôts sur le capital au lieu d'avoir des taux marginaux à 50, plus d'ISF, voire 60, plus d'ISF, et on leur dit, mais si vous revenez, l'impôt sur les sociétés à terme, il sera à 25, je vous assure qu'on crée des centaines de milliers d'emplois. Et si on crée des centaines de milliers d'emplois, on équilibre la sécurité sociale, on remboursera mieux les soins. Si on crée des centaines de milliers d'emplois, on n'est pas obligé de travailler tout de suite jusqu'à 65 ans. C'est ça, c'est tous ces curseurs qui changent. La croissance et la création d'emplois, c'est ce qui nous apporte du social. Dans le programme de François Fillon, il y a une hausse de 2 points de la TVA pour combler les déficits. Est-ce que ça ne va pas brider la croissance, la freiner à court terme? On l'a souvent vu, ce n'est pas très bonne nouvelle pour la consommation. Alors d'abord, tant que c'est un des rares moteurs qui fonctionne en France, c'est la consommation. Donc oui, mais alors, cette hausse de la TVA n'est pas pour combler les déficits, elle est pour baisser les charges sur le travail. Quelqu'un la paye quand même. Oui, mais attendez, c'est pour ça que c'est important. C'est une TVA sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, c'est la TVA à 20. La TVA à 20, elle est sur des produits qui sont largement importés. À peu près 40% sont importés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va augmenter la TVA sur des produits fabriqués à l'étranger. Oui, mais on va les rendre plus chers. Mais c'est vous et moi qui payons. Mais attendez, vous pourrez peut-être choisir des produits fabriqués en France qui, eux, auront certes la hausse de TVA, mais aussi une baisse de charge. Donc, qui pourront être vendus moins cher. Primo. Ça dépend de ce que feront les entreprises. Oui, mais quand j'étais ministre du Budget, parce qu'il se trouve qu'on l'avait voté, cette hausse de la TVA, François Hollande l'a supprimée. Quand j'étais ministre du Budget, c'est moi donc qui avais défendu. En fin de mandat, vous l'avez voté vraiment toute fin de mandat. Oui, exactement. Mais c'est donc, du coup, c'est moi qui l'avais défendu à l'Assemblée nationale. Et on avait des projections qui disaient qu'en réalité, quand on augmente de 2 points la TVA, les entreprises, à cause du mécanisme de la concurrence, finalement ne répercute que la moitié sur la hausse des prix et le reste, c'est de la productivité. Donc en réalité, si on augmente de 2 points la TVA, on risque d'avoir une hausse des prix de 1%. Mais il n'y a pas de meilleur moment pour faire ça. On est en taux d'inflation quasi zéro. Donc une hausse de 1% des prix n'est pas quelque chose... On est à 1% d'inflation, on est à 1% d'inflation. Oui, on est à 0,8. Allez. Mais donc, mettons qu'on ait 1% de plus d'inflation, c'est quelque chose qui ne sera pas très douloureux. Par ailleurs, la baisse des charges, elle va se traduire doublement. Par une hausse des salaires, 700 € par an pour un couple qui travaille, c'est pas négligeable. En Ile-de-France, 700 € par an pour un couple qui travaille. Qui a été augmenté au départ, c'était la moitié, ça a été doublé ce chiffre-là. Oui, et moi je dois vous avouer que j'aurais encore préféré qu'on aille au-dessus parce que je pense que le SMIC net, le salaire direct, devrait être encore plus important dans notre pays. Il faut augmenter le SMIC en France? Moi je crois qu'il faut baisser les charges salariales pour avoir un SMIC net plus haut. Il ne faut pas augmenter le SMIC pour les entreprises parce que sinon elles recruteront moins. Il faut augmenter les revenus du travail parce que évidemment, je le vois chez moi, quand on se lève le matin pour aller travailler dans des métiers pénibles, qu'on fait 2 heures de transport et qu'on gagne à la fin 1 100 € net, alors que les revenus d'assistance sont quand même en France relativement proches de ce montant du salaire net, ça n'est pas juste. Donc moi je suis favorable à l'augmentation du SMIC net encore plus qu'aujourd'hui, mais pour faire ça, il faut baisser les charges sur les salaires. Pour baisser les charges sur les salaires, il faut rééquilibrer l'assurance chômage. Pour rééquilibrer l'assurance chômage ou les cotisations retraite. Et tout se tient. Il faut faire les réformes. Il faut le courage de les faire. Oui, mais ce qui est important, c'est d'expliquer aux Français que avec leur salaire, ils payent la sécurité sociale. Et que si on réforme le chômage, les retraites, si on fait des efforts sur ces régimes sociaux, eux, à la fin, ils en auront plus sur la feuille de paye. Vous voyez? Et ce mécanisme-là, personne ne l'explique.